Hervé Mariton, bonjour, Alain Wassalan. Bonjour monsieur. Vous signez une tribune dans la presse égyptienne dans laquelle vous vous prononcez sur de nombreuses questions liées aux enjeux stratégiques, géopolitiques, aux conflits, aux menaces qui secouent le monde arabe aujourd'hui. Qui dit menace, dit Daesh. Vous dites précisément que la première préoccupation doit être la fin de Daesh. Appelez-vous tout d'abord à une intensification des frappes et peut-être à un envoi des troupes sur le terrain pour contrer cette menace? La lutte contre Daesh doit être plus intense. C'est à la fois, s'agissant de l'apport extérieur, des frappes aériennes, aussi, il y en a eu un peu, mais elles doivent être multipliées, des interventions d'hélicoptères qui permettent des actions beaucoup plus précises et plus ponctuelles, en tout cas, que les frappes aériennes. L'action sur le terrain, chacun sait que c'est pour plein de raisons, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Mais je commencerai par répondre que j'ai publié cette tribune en indiquant, entre autres, dans cette tribune, l'importance du combat contre Daesh, parce qu'il est important que des responsables politiques, y compris votre serviteur, qui ne suis pas le spécialiste des questions de politique étrangère aux Républicains, avant l'UMP, il est important que nous intervenions dans ce débat. Le premier danger aujourd'hui, enfin, il y a plusieurs dangers, il y a le danger physique évident et la pression physique sur le terrain, mais le danger vu de France, ça serait qu'il y ait une forme d'indifférence, qu'au fond, on considère que de toute manière l'Orient c'est compliqué, que évidemment en ce moment c'est encore plus compliqué et encore plus tragique que d'habitude, mais que d'une certaine manière, c'est fatal que ce soit compliqué, fatal à tous les sens du terme, fatal inévitable, fatal mortel, et qui se débrouillent entre eux. Alors de temps en temps, une émotion plus forte, parce que sujet chrétien d'Orient, enjeu de cette nature, ben non, on n'a pas le droit de se résigner à une situation de ce type, qui est d'abord une situation grave humainement, qui est une situation très déséquilibrante sur le plan stratégique, et la stabilité du monde, la solidité du monde au Proche et au Moyen-Orient, mais sur toute la planète, exige que la situation au Moyen-Orient progresse. C'est affaire humaine, c'est aussi affaire économique et affaire de croissance. Justement, c'est juste en faisant appel à des hélicoptères que vous pensez qu'on arrivera à mettre un terme à cette menace? Non, ça ne suffira pas. Donc il y a évidemment une question de prise de conscience globalement dans la région. Il y a des sujets, y compris des sujets sur lesquels nous avons, au sein de l'opposition à l'Assemblée nationale, posé des questions, comme le débouché du pétrole. Ça, c'est tout de même un vrai sujet. Clarifier, et honnêtement, tout ne me paraît pas clair aujourd'hui, clarifier les circuits qui permettent à Daesh de se financer. Donc ça, c'est pas 3 attaques d'hélicoptères de plus, c'est essayer de couper le robinet du pétrole et du financement. C'est un enjeu important. Et puis, il y a l'implication des différentes parties sur le terrain. Moi, j'étais très impressionné récemment dans une discussion où on me disait, mais au fond, au Proche et au Moyen-Orient, les Russes sont amis avec tout le monde. Ils sont fâchés avec personne, ils sont amis avec tout le monde. Avec l'Iran, avec la Syrie, mais aussi avec l'Égypte, mais aussi avec Israël, mais aussi avec les pays du Golfe, et aussi d'ailleurs avec la Turquie. Il se trouve que, pour être un peu sévère, mais c'est pas complètement faux, la diplomatie française, elle, à bien des égards, a réussi à être amie avec personne. Alors je ne dis pas qu'il faut s'aligner sur les Russes, on peut avoir une approche différente des Russes sur bien des sujets, mais enfin, c'est vrai que dans beaucoup de pays du Proche et du Moyen-Orient, la France a laissé se construire des distances au fil du temps. Et ça, c'est pas Vous pouvez quand même pas nier l'existence de pays amis de la France, que ce soit, ils sont nombreux justement dans les pays arabes. Donc, oui, enfin sur le plan politique et sur le plan diplomatique, c'est pas si évident que cela. Ça ne se traduit pas toujours dans les faits. Ça ne se traduit d'ailleurs pas toujours dans les relations économiques non plus. On a aussi eu quelques solides déceptions. Et il ne suffit pas que l'amitié soit historique, il ne suffit pas qu'elle soit populaire, il ne suffit pas qu'elle soit invoquée, présupposée, pour être confirmée dans la réalité diplomatique d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, la situation qui est celle de la Syrie actuellement, on a l'impression que beaucoup se sont brûlés les doigts, parce que c'est pas si facile d'apporter une réponse, parce que c'est pas si facile évidemment d'influencer sur ce qui se passe, parce que il y a eu frappe aérienne, pas frappe aérienne, un certain nombre d'allers-retours diplomatiques et militaires, et donc dans une espèce de situation où
en tout cas, vu du député que je suis suis pas nécessairement dans les secrets des diplomates, mais on a le sentiment que pour un certain nombre de personnes, le moins on en parle et le moins on fait, le mieux ça se passe. Alors, évidemment, quand c'est des jeunes de France qui vont combattre là-bas et que ça pose des problèmes dans le midi de la France, dans certaines villes, là, il y a une prise de conscience, mais la situation sur le terrain, une extrême prudence. Bien sûr qu'il faut être prudent, mais être prudent, ça ne veut pas dire s'abstenir. Être prudent, ça ne veut pas dire ne rien faire, ne prendre aucune initiative. Et l'idée, qui est une des idées de ma tribune, de faire davantage d'efforts en termes de réunion des parties prenantes, et sans avoir trop d'exclusifs, sans dire avec celui-là je ne veux pas parler, ou parce qu'on a un contentieux avec les Russes, par ailleurs on ne veut pas parler là-dessus, ou avec l'Iran. Vous savez, je suis de ceux qui regardent avec beaucoup de vigilance ce qui se négocie avec l'Iran sur le terrain nucléaire actuellement. Parce qu'il faut faire attention, on voit bien que cette négociation est compliquée. Mais on a le droit à la fois d'être très vigilant, probablement plus vigilant que les Américains, sur la négociation avec l'Iran actuellement sur le terrain nucléaire, et en même temps assumer, quand on parle de la région de la Syrie globalement, qu'à une discussion globale, nécessairement, l'Iran prenne sa part. Qu'est-ce qui vous pousse à dire aujourd'hui que Daesh pourrait avoir perdu la guerre et que les gouvernements doivent penser à l'étape d'après Daesh, alors même qu'on voit de jour en jour l'avancée de l'organisation terroriste en Syrie qui se fait de manière prononcée et bien claire? Mais d'abord, quand il y a une guerre, il faut toujours espérer la gagner. Et les réalités sont complexes parce que on a eu le sentiment que Daesh subissait un certain nombre de défaites et de retraits sur le plan militaire. Vous pourriez m'objecter que c'est pas uniforme et qu'il y a des retraits et un certain nombre de percées. Donc sur le terrain, c'est en effet assez compliqué et assez subtil en réalité. Sur le plan diplomatique et s'agissant des opinions, il me semble tout de même que Daesh n'a pas réussi à entraîner un soutien inexorable et irrésistible, aussi bien dans le monde arabe que dans le monde musulman. Il y a des soutiens. Pour une aussi mauvaise cause, ces soutiens sont toujours trop nombreux, mais il n'y a pas eu de mouvement irrésistible. Et quelque part, le pari de Daesh, c'est probablement à la fois d'être progressif sur le terrain, mais d'être assez irrésistible dans le combat des idées. Daesh, c'est deux combats. C'est un combat, enfin, plusieurs combats, mais entre autres, un combat physique et un combat des idées. Sur le combat des idées, j'ai pas le sentiment qu'on puisse considérer qu'ils aient été irrésistibles. Et c'est pour eux une faille majeure. Et puis ensuite, préparer le coup d'après, excusez-moi monsieur, mais c'est une évidence. Mais c'est une évidence trop souvent oubliée. C'est une évidence évidemment oubliée en Libye. C'est des réactions... c'est compliqué, les printemps arabes, des éléments positifs. On a vu des évolutions assez subtiles, comme en Tunisie par exemple, et puis des choses plus préoccupantes. Je rencontrais tout à l'heure l'ambassadeur d'Égypte à Paris. Il y a l'évolution contrastée d'ailleurs avec plusieurs phases. On peut en repérer 3 ou 4 sur ce qui s'est passé en Égypte. Enfin, globalement tout de même. Il y a eu une espèce de fascination, sidération à l'égard des printemps arabes qui pouvait contenir du bon et du moins bon, et qui ont évolué de bien des manières différentes selon les pays. Mais une espèce de sidération, comme si l'évolution du monde, il suffisait de regarder des images, d'être sidéré, fasciné devant son écran, et que les choses allaient se mettre en place toutes seules. Si c'est Monsieur Lambda, Monsieur Dupont, qui fait ça devant son écran, déjà ça suffit pas, mais limite, ok, il n'a pas nécessairement tous les éléments d'information et d'action, mais on a le sentiment que les pouvoirs publics, les gouvernements, se sont comportés exactement de la même manière. Ça, c'est pas gouverner. Un des points intéressants que vous soulevez justement dans cette tribune, c'est celui de la remise en question des accords de Sykes-Picot. Donc vous appelez justement une remise en question de ces accords-là, un point de vue qui est rarement partagé. Aujourd'hui, vous êtes d'accord? Ça servirait à quoi aujourd'hui de ne plus avoir la Syrie dans les frontières qu'on lui connaît, l'Irak dans ses frontières? Est-ce que ça ira jusqu'à la disparition d'un pays comme le Liban? Écoutez, je lance cette piste parce que ces frontières, pour un certain nombre d'entre elles, ne sont pas des frontières extrêmement anciennes, ne sont pas des frontières multiséculaires. Elles sont parfois assez arbitraires, parfois très géométriques et ne correspondent pas toujours parfaitement aux réalités humaines. Enfin, je dis les choses avec prudence, mais c'est évidemment cela. Et je pense que
dans le cadre de discussions qui doivent être très, très ouvertes. Et il ne s'agit pas d'imposer des choses et d'une certaine manière, après le caractère assez artificiel de ces frontières, faire un exercice tout à fait également artificiel, mais qui est simplement plus contemporain. Donc on ne va pas remplacer un artificiel par un autre artificiel, mais accepter de discuter de cela. Ouais. Je redis, je ne suis pas un géopolitologue, et peut-être il y a une certaine fragilité dans mon raisonnement, mais voilà, je pense que c'est utile de dire que ce qu'une convention humaine fait, car ces frontières, ce sont des conventions humaines, ou des actes comme le sont aussi les partis. frontières qui ont été dessinées à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Ce qu'une convention humaine fait, une convention humaine doit être capable de le corriger. Je voyais récemment, alors ce sont des sujets minuscules, mais ça concerne tout de même un des principaux pays de la planète par sa population, les discussions entre l'Inde, le déplacement du Premier ministre indien, qui est allé au Bangladesh pour des corrections de frontières qui traînent non seulement depuis l'existence du Bangladesh, mais même depuis la partition entre l'Inde et le Pakistan oriental à l'époque. Donc il faut être capable d'adaptation, il faut être capable d'un certain nombre de corrections. Mais aujourd'hui, ça servirait à quoi au Proche-Orient, justement, au niveau de tous ces conflits? Comment ça aiderait à ce que ces conflits s'arrêteraient un jour, à mieux promouvoir une certaine idée de la paix? Écoutez, je pense d'abord que ça peut donner un degré de liberté supplémentaire au débat, et que c'est pas inutile dans le débat. Je pense que si j'étends le sujet au-delà du Proche-Orient, c'est une vraie question qu'on peut poser sur l'évolution et l'avenir de l'Afghanistan. Alors on s'éloigne des régions dont on parlait initialement, mais j'entends bien, mais on a la même dimension d'artificialité des frontières et s'agissant de l'Afghanistan, des raisons historiques de l'existence de l'État d'Afghanistan. Mais donc, je pense qu'on introduit des degrés de liberté supplémentaires, et puis, si je peux me permettre, y compris si c'est pour atterrir sur les frontières qui existent aujourd'hui, qu'il y ait... La crise est tellement grave, une espèce de moment de secouement qui fait qu'à un moment, les gens disent, si c'est leur choix, eh ben, au fond, c'est peut-être pas parfait, mais ça nous convient. Mais qu'ils le disent. Mais peut-être aussi certains diraient que vous épousez en quelque sorte la doctrine véhiculée par certains régimes que la France combat, à savoir par exemple la Syrie d'Assad et la doctrine bassiste qui justement considère que ces frontières sont artificielles en quelque sorte et qu'il serait mieux d'aller vers autre chose, y compris une remise en cause de ça. Explique-moi. Non, mais elles le sont. Par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, je ne remets pas du tout en cause l'existence du Liban. La souveraineté du Liban, c'est quoi exactement la souveraineté du Liban aujourd'hui? C'est quelque chose de compliqué. Donc j'aimerais que le Liban soit véritablement souverain. On n'y est probablement pas tout à fait aujourd'hui. J'ai aucune tendresse, aucune faiblesse à l'égard ni de l'histoire, ni de la réalité du Bas aujourd'hui. Pour une ribambelle de raisons. Je dis simplement que ces questions, on a le droit de les poser. Vous semblez favoriser un certain partenariat stratégique de la France avec le sultanat d'Oman. En particulier, pourquoi justement ce pays plutôt que d'autres pays aussi peut-être modérés dans le Golfe comme les Émirats arabes unis ou d'autres pays? Mais je pense d'abord que le sultanat d'Oman est assez rarement évoqué dans ces débats et qu'il vaut la peine là aussi un peu d'ouvrir le jeu. On a dans d'autres pays de la région des attitudes très complexes, des jeux ambigus, potentiellement un son de contradiction, et qu'on n'est pas obligé de dire qu'on est dupe de ces contradictions-là. Alors, c'est pas simple. À l'UMP, il y a des gens à un moment qui ont décidé de cogner sur le Qatar, et puis d'autres qui ont décidé de cogner sur l'Arabie saoudite. Y compris quand on discute d'enjeux comme ceux on a eu une réunion aux Républicains la semaine dernière sur la question de l'islam en France, un nombre d'analyses, y compris d'autorités musulmanes en France, sont très concentrés sur la dénonciation de l'action de certains États, dénonciation du Qatar, dénonciation de l'action de l'Arabie saoudite, dénonciation de l'action de la Turquie même. Moi, je pense qu'il faut ouvrir le jeu et
Beaucoup dans mon papier ont commenté une évocation du sultanat d'Oman. C'est simplement pour rappeler qu'il ne faut pas non plus, ce que je dis dans le papier, avoir une vision manichéenne et caricaturale de lignes de division. On met d'un côté un groupe chiite homogène, de l'autre côté un groupe sunnite homogène. Chacun sait que tout cela est beaucoup plus compliqué. Il faut ouvrir le jeu, ouvrir le débat. Pour passer à un autre point, justement, vous accusez la France en ce qui concerne la question de l'immigration, la crise libyenne et ce qui s'en est suivi. Vous accusez la France, justement, d'être responsable de cette immigration massive qui vient de la Libye. On n'aurait pas dû intervenir en Libye, c'est bien ça? Moi, je suis très satisfait que M. Kadhafi ne soit plus responsable de la Libye. En même temps, la situation en Libye aujourd'hui est objectivement tragique, différemment de ce qu'elle était sous Kadhafi. Elle l'était sous Kadhafi, elle l'est aujourd'hui dans d'autres conditions, mais elle est tragique, avec au surplus dimension supplémentaire qui n'était pas à l'époque. C'est pas ça qui légitimerait Kadhafi, mais dimension supplémentaire qui est les conséquences migratoires qu'il y a aujourd'hui. On l'évoquait tout à l'heure. Manifestement, la France, le Royaume-Uni, d'autres encore, n'ont pas suffisamment préparé le coup d'après. Alors, c'est pas simple. Quand un pouvoir est renversé, il y a toujours un certain nombre de risques. Et le pouvoir de M. Kadhafi méritait d'être renversé. On aurait probablement pu préparer un tout petit peu les choses. L'histoire complexe, très répartie, très divisée de la Libye est une réalité connue aussi. Là, de nouveau, un État dont la réalité est assez conventionnelle. Mais cette convention peut m'aller. Je ne suis pas contre les conventions. Mais il faut être en même temps capable de gratter derrière ces conventions. Ce que l'on a beaucoup redit depuis sur l'histoire très différente entre l'Est, l'Ouest, les différentes tribus, des légitimités et des attitudes très différentes, y compris par rapport à un éventuel ou hypothétique pouvoir central. Je pense qu'on n'a pas assez tenu compte de ça. Ou plus exactement, on l'a intégré dans la dimension qui pouvait affaiblir Kadhafi. Mais on ne s'est pas assez rendu compte que ce qui pouvait affaiblir Kadhafi était aussi une donne qui, objectivement, rendait ensuite la solution pas simple. Pour revenir à la question de l'immigration, vous envisagez quoi comme solution justement pour freiner ou stopper ou distribuer enfin, vous serez pour des quotas pour des pays d'accueil Les Australiens ont décidé de faire une sorte de blocus autour de l'Australie, pour empêcher les populations venant d'Asie du Sud, de venir en Australie. Et ils arrivent à maîtriser leur politique migratoire de manière assez satisfaisante de leur point de vue. Une forme de police aux frontières de la Libye, puisque la Libye n'arrive pas à assurer la police de ses frontières, une forme de police aux frontières internationales de la Libye. Alors, il faut cadrer ça en termes de droit international, et quelque chose qui ne me paraîtrait pas illégitime aujourd'hui, je le dis. Je ne suis pas le seul à le dire à droite d'ailleurs en France, mais on ne peut pas se contenter d'accueillir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur les plages, pour l'essentiel, d'îles italiennes, de l'Italie, de constater que des milliers de personnes meurent en mer et de refuser d'agir plus directement. Donc, faute que la Libye garde ses frontières, je pense à certains égards que c'est notre responsabilité de les garder. Ensuite, que deviendront les flux migratoires? Il y a un certain nombre de flux plutôt d'Éthiopie, d'Érythrée qui se dirigent vers Israël. Il y a des flux qui passent par l'Égypte mais ne restent pas en Égypte aujourd'hui, et pour une bonne part vont vers la Libye. Alors, il ne faut pas non plus transférer le problème en Libye vers l'Égypte. Enfin, l'État égyptien est tout de même, quels qu'aient été les différents temps de l'Égypte ces dernières années, l'État égyptien est tout de même plus solide que ne l'est l'État libyen. Donc je pense qu'il y a une capacité, mais ça veut dire tout de même là-dessus en discuter avec nos amis égyptiens, sans doute aussi du côté des pays du Maghreb, mais qu'il y a une capacité à, tant que l'État libyen ne tient pas debout, assurer une police des frontières de la Libye. Dernière question et très brièvement. Frontières maritimes. Vous envisagez quoi comme solution justement pour terminer avec Daesh, avec cet afflux ou cette présence des jeunes français qui justement iraient à prendre part dans ces combats en Syrie et rejoignent les rangs de Daesh? Vous envisagez quoi comme solution pour stopper ou freiner justement ce mouvement-là? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre par l'actuel gouvernement sur le contrôle des mouvements des mineurs en particulier. Ensuite,
les mesures de police et de justice et les conditions d'incarcération au moment du retour en France. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à votre question. Il y a d'abord dissuader le départ de bien des manières. C'est à la fois une question culturelle, c'est une question éducative, c'est une question de surveillance des mineurs lorsqu'il s'agit de mineurs, c'est une question d'efficacité de police des frontières, d'action qui soit suffisamment vigilante sur ce terrain-là. Ensuite, il y a les renseignements que doivent apporter, que peuvent apporter, mais ils peuvent toujours en apporter davantage, nos services de renseignement sur le terrain, c'est-à-dire en clair le suivi de ces populations, et ensuite suivre et avoir une bonne connaissance de ces éléments à leur retour. J'ai voté contre le projet de loi renseignement à l'Assemblée il y a quelques semaines, parce que j'ai considéré, en particulier dans ce domaine, que l'enjeu n'était pas nécessairement de suivre 10 fois plus de personnes en France avec des écoutes, un suivi technique et tout cela, mais c'était de mieux suivre les personnes à enjeu. Les personnes qui rentrent de ces théâtres d'opération sont d'évidence des personnes à enjeu, et il faut que nos services soient capables de les suivre. Donc ne soyons pas dans la logique qui est un peu celle de la loi renseignement, d'écouter beaucoup plus de Français, faisons en sorte d'écouter les personnes qu'il faut, y compris quand des gens rentrent des zones de guerre actuelles. Hervé Mariton, merci beaucoup. Merci, je souhaite que cette contribution soit utile sur un enjeu important pour le Proche et le Moyen-Orient, pour le monde arabe, et puis pour le monde entier et pour la France. Merci encore. Merci.